Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. La langue arabe fait débat en France. Pourtant, la langue française possède 2 fois plus de mots d'origine arabe que de mots d'origine gauloise. Comme Jean Pruvot nous l'explique dans son livre « Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit ». On évalue en effet à environ 400 mots d'origine arabe qui peuvent être utilisés dans le langage quotidien des Français. Pourtant, cette proximité historique avec la langue arabe, loin de consacrer un amour pour la langue des poètes arabes comme Ansar ibn Shaddad, Abu Nuwas ou Mahmoud Darwish, eh bien cette proximité dans l'usage a entraîné une répulsion pour son apprentissage. Une répulsion au point d'être présentée comme une langue dangereuse, un véhicule du communautarisme, la langue de l'islamisme radical, le verbe pour conjuguer le fameux séparatisme au présent de l'indicatif. Les phrases assassines concernant l'apprentissage de l'arabe à l'école de la République française ponctuent aujourd'hui les débats politico-médiatiques. Aucune langue étrangère ne suscite autant de réactions négatives dans ce pays qui a colonisé et puis ensuite départementalisé des peuples arabes. Alors, comment expliquer ce désamour violent après la longue lune de miel entamée par Napoléon ? Est-ce le fruit d'une décolonisation mal cicatrisée, une immigration annonciatrice du grand remplacement tant redouté par certains idéologues d'extrême droite, ou bien les stigmates des derniers attentats terroristes, un traumatisme qui associe confusément langue arabe, islam et terrorisme? Pour parler de ce méli-mélo entre langue, enseignement, pédagogie, histoire et politique, nous avons un invité au croisement de l'anthropologie et des sciences politiques, Farid El Asri. Bonjour Farid El Asri. Bonjour, c'est Mohamed. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté de nous consacrer un petit peu de temps sur une journée et même une semaine très chargée, puisque vous avez des visioconférences, des enseignements à distance à suivre. Alors, je rappelle, vous êtes à la fois anthropologue et docteur en sciences politiques et sociales à l'Université catholique de Louvain, mais aussi professeur associé à Sciences Po Rabat. Alors, tout d'abord, comment analysez-vous cette crispation récente, mais qui en même temps est cyclique? On l'a déjà vu il y a 2 ans et puis il y a 3 ans, sur l'enseignement d'une langue vivante, l'arabe en l'occurrence, sur le territoire français. Oui, écoutez, c'est vraiment là pour le coup en perdre son français. La problématique évidemment de ce débat est un débat qui est beaucoup plus, alors non seulement beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus profond. C'est-à-dire là, en termes de provenance, il y a une provenance historique assez lourde et avec son facteur explicatif relativement complexe, et puis beaucoup plus large que la question de la langue. Donc on a affaire, si vous voulez, à un changement de paradigme dans le rapport à la présence notamment de la langue dans le contexte français, mais également qui est lié sociologiquement à une présence d'islam pour nommer les choses très clairement. Donc la France, qui a une très longue tradition d'arabisants de grande qualité, et puis qui a aussi une très grande tradition de consécration de l'étude et de l'intérêt pour la langue arabe depuis le XVIe siècle, sous Henri III déjà, il y avait la première chaire d'arabe au Collège de France, et la tradition n'a jamais disparu, sauf à partir de la période, je dirais, postcoloniale, où il y a d'une certaine manière un déclin. Donc, pourquoi ce désamour, comme vous l'avez qualifié, ou pourquoi ce changement de rapport? C'est qu'on est passé, si vous voulez, de l'arabophilie à la composition avec une réalité sociologique qui est ancrée définitivement dans le paysage. L'arabe est articulé, est lié à la réalité d'une présence musulmane définitive dans le champ français. Le contexte est sensible. On a affaire aujourd'hui à une réalité française qui est sur un socle identitaire. Donc elle est en train de se remettre en question. Et puis vous avez quelques citoyens français qui se disent: je m'appelle Fatima Mohamed, je suis et citoyen français et musulman, et en même temps j'ai une 2e ou une 3e langue, et en l'occurrence ça peut être l'arabe. Et ceci interroge, si vous voulez, l'identité collective. Il dit: moi je suis citoyen comme vous. Donc si tu dis que tu es moi, qui suis-je moi? Donc c'est comment dire, le titillement de la minorité d'un point de vue démographique sur la réalité d'une majorité. Et donc il y a une forme de crise culturelle qui est engagée, qui est complètement passionnée, parfois même irrationnelle, qui est en train de remettre en question finalement
le cadre de ce qui doit être commun. Et donc le débat qui est nouveau, alors que l'arabe est epsilon dans le paysage, hein, aujourd'hui on étudie 2 fois ou 3 fois plus le chinois ou le russe que l'arabe. Donc il y a un étudiant en primaire sur 1000 qui étudie l'arabe et peut-être autant au niveau du collège. Donc c'est 2 sur 1000 si vous voulez au niveau des collèges. Donc c'est un débat qui est ridicule au vu de la problématique qui est posée sur le terrain. Mais c'est un débat sensible, pourquoi ? Parce qu'il est pointé en même temps comme un problème et comme la solution. Alors, c'est-à-dire qu'il est pointé... Oui, pardon. Allez-y, je vous en prie, continuez. Non, il est pointé comme un problème en ce sens qu'il serait un facteur de problématique au niveau de l'intégration, de l'ancrage, et peut-être qu'en langue arabe, on dit autre chose que ce qu'on pourrait comprendre. Voilà, il y a une sorte de climat de suspicion qui est créé derrière cette dimension. Ce qu'on appelle la 5e colonne, hein. Parfois il y a des termes aussi qui sont utilisés. Alors justement, on va entendre un passage audio d'un ancien ministre de l'Éducation, hein, un philosophe, mais aussi surtout ministre de l'Éducation. Vous l'avez deviné, c'est Luc Ferry, qui avait déjà fait une sortie en 2018, hein, si mes souvenirs sont bons, sur Europe 1. Et là, il reprend de manière encore plus violente. Alors, écoutez son commentaire sur l'enseignement de la langue arabe au sein de l'école publique républicaine. Est-ce que vous croyez que les enfants de familles acquises aux idées des frères musulmans ou des salafistes, est-ce que vous croyez vraiment que quand on va les obliger à mettre leurs enfants dans un établissement à l'âge de 3 ans, ils vont le mettre dans un établissement public et laïque, ou dans une école juive ou catholique? Enfin, c'est ridicule. Ils vont créer leurs écoles. Mais évidemment. Donc c'est le meilleur moyen de booster la prolifération d'écoles coraniques ou d'écoles confessionnelles. Donc évidemment, les familles qui scolarisaient, puisqu'elles ont le droit de le faire, leurs enfants à la maison, la loi c'est qu'on doit scolariser à 3 ans, mais ça peut être école privée, école publique ou à la maison. Et donc il faut connaître la loi. Et donc les familles catholiques iront dans les écoles catholiques, les familles juives dans les écoles privées juives, et puis les familles musulmanes, elles vont développer les écoles coraniques sur lesquelles on a très très peu de contrôle. Donc c'est une décision absurde, pardon de le dire, mais franchement, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, je sais de quoi je cause, et donc on ne peut pas faire plus bête. Si on veut islamiser la France, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Alors, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, qui sait de quoi il cause, c'est un extrait sur CNews, hein, la chaîne d'information CNews. Alors, sommes-nous face à juste ce qu'on pourrait appeler de la démagogie classique politique, hein, politicienne, qui vise à agiter un bouc émissaire, ou bien le problème est plus profond au cœur d'une partie de la société française qui, peut-être, est réceptive aux propos de Luc Ferry qu'on vient d'entendre? Écoutez, quand on parle de contrôle, c'est le terme qu'il a employé, il y a véritablement une méfiance structurelle à l'égard d'une partie des citoyens français, en l'occurrence ici de confession musulmane, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et donc, le fait de systématiquement mettre en évidence la question frères musulmans, vous avez toute une espèce d'épouvantail avec une série de termes en isme, que moi j'appelle un peu des termes SDF, c'est-à-dire sans définition fixe. On nomme précisément les choses sans savoir exactement de quoi est-ce qu'on parle. Mais donc, on suppose que derrière les murs de la mosquée, il y a des choses qui se disent, ou derrière l'école coranique, ou derrière ceci et cela. Et donc, forcément, on met en évidence la notion du besoin de contrôle, la notion du besoin de transparence, du besoin de compréhension. Et donc forcément, il y a une prise en charge de la collectivité, d'une minorité démographique dans le paysage, dont on suppose quelque part une charge de malintention. Mais c'est évidemment pas nouveau. Je vous le dis, le problème ne se pose pas dans les années 70 avec une présence exotique dont on sait qu'elle va partir un jour. La problématique va se poser à partir du moment de l'ancrage définitif et assumé. C'est véritablement quand tu rentres dans le corps et que tu dis que tu fais partie du corps. Et je l'ai souvent mis en évidence, c'est que pour moi, un des indicateurs de la problématique de la réalité de l'islam en France, c'est parce que les choses fonctionnent bien. Il y a la conjoncture, évidemment, du risque de radicalisation, de terrorisme, etc. Mais parce que les choses fonctionnent bien, en général, que la crispation s'accentue. C'est-à-dire quand il y a la fin de l'exotisation, la fin d'une altérité radicale, où l'autre commence évidemment à utiliser le même langage, les mêmes sensibilités, l'humour, il est moi en fait. Et donc il est moi dans sa différence. Et ça c'est très très compliqué quand vous êtes dans une collectivité en crise identitaire. Et donc forcément on va aller sur des éléments qui
qui renforce évidemment cette logique de manque de confiance. Et donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est en même temps pointer le problème, mais paradoxalement, d'autres disent non, ça peut également être la solution. C'est-à-dire si on retire l'enseignement de la langue arabe aux écoles coraniques, si on retire l'enseignement de la langue arabe au consulat et à l'ELCO, etc., et si on l'insère dans l'éducation nationale, au moins là, on aura une sorte de contrôle. Et d'ailleurs, ça a été clairement dit, et une des problématiques de fond, c'est l'association de la langue arabe à la question de la lutte contre l'islamisme ou la radicalisation. Alors, justement, sur ce point, alors, on comprend qu'il y a probablement aussi une utilisation politique de cette peur de la langue arabe et du contexte avec, rappelons-le, les attentats qui ont commencé en 2015 et plusieurs vagues d'attentats depuis 2015. Et, si on se place du point de vue du français moyen, de la population française ou d'une partie de la population française, est-ce que cette population ou cette partie de la population n'a-t-elle pas raison d'avoir peut-être peur ? L'arabe, c'est effectivement quelque chose qui est à la fois étranger, qu'on ne comprend pas, même si on utilise des mots comme abricot et plein d'autres termes dans la langue française, mais ça reste quand même une langue étrangère associée à une menace qui, pour le coup, est réelle. Alors, c'est la menace du fondamentalisme islamisme, et éventuellement, plus tard, c'est un petit peu le lien qui est fait, le départ vers le djihad en Syrie pour rejoindre Daesh, et puis peut-être revenir en coup de boomerang, comme un boomerang, sur le territoire français. Est-ce que, d'un point de vue psychologique, sociologique, vous êtes anthropologue, est-ce qu'il y a des éléments qui permettraient de comprendre un petit peu cette phobie, cette crainte de la part d'une partie de la population française, à la fois par rapport à l'islam, mais aussi, pour le coup, l'enseignement de la langue arabe? Oui, alors il y a évidemment une supposition d'emblée sur le fait que quand l'autre parle dans une langue que je ne comprends pas, forcément il dit des choses qui seraient différentes, et donc qui seraient notamment celles du marquage d'une rupture par rapport au faire ensemble, à l'esprit républicain, au respect du cadre laïque qui est le nôtre, etc., etc. Donc, d'accord pour l'arabe, mais ce n'est pas vrai pour l'anglais ou l'espagnol ou une autre langue. Évidemment. Qui est plutôt perçu positivement. Il n'y a pas la même charge, la même charge dans l'imaginaire, la même charge historique et la même donne, je dirais, sociologique. La problématique en France, c'est que c'est un des pays qui concentre démographiquement parlant le plus de musulmans dans le paysage européen. Donc ça pèse, c'est une réalité qui est aujourd'hui visible. C'est notamment pas pour rien si on a focalisé sur le débat du foulard depuis plus de 30 ans aujourd'hui. C'est la dimension la plus visible de l'iceberg, si vous voulez, d'une présence ancrée définitive. L'autre problème sur la question des minarets, donc on focalise sur la question de la visibilité par la pierre ou la visibilité par le textile. Aujourd'hui, c'est la visibilité par la langue. Et en plus de ça, beaucoup de gens découvrent, ne connaissent pas l'ELCO, ne connaissent pas le fait qu'il y a de l'enseignement de la langue arabe, notamment, qui se fait dans les écoles, etc. Donc ils se disent, oula, on est débordé de partout. C'est une logique quelque part d'envahissement par le cognitif, par l'enseignement, qui peut évidemment être vu comme problématique. Alors vous avez raison, il y a certainement une instrumentalisation politique de la question. C'est parce que évidemment derrière l'enjeu est beaucoup plus profond, vu qu'il y a une réalité anxiogène, angoissante, qui est traversée aujourd'hui par la question de l'héritage que nous avons tous vécu, du terrorisme, etc. Et donc, qui fait qu'à un moment donné, le liant, le raccourci est très vite fait. Alors que je vous le dis, la France a une très longue tradition d'arabisant, de transmission de la langue arabe, etc. La problématique de fond, c'est de dire, est-ce que l'arabe sert à doper? Et puis là, moi, il me faudrait des chiffres. Ce serait intéressant quand même de voir ceux qui sont partis vers la Syrie, par exemple, combien d'eux maîtrisent la langue arabe. Si la langue arabe a été un facteur performatif dans le basculement dans des logiques d'extrémisme violent, il faut le prouver. Je pense pas qu'on peut faire ce lien-là. Au contraire, c'est souvent des personnes fragilisées qui n'ont pas nécessairement, qui souffrent d'un intermédiaire nécessaire entre l'accès aux sources religieuses que sont notamment le Coran ou la tradition prophétique et la compréhension qu'il pourrait s'en faire. Donc on lui met entre les deux un transmetteur qui est quelqu'un qui tient un discours sur la question, mais parce qu'il n'a pas accès justement directement. Alors, c'est pour ça que d'autres disent la langue arabe peut servir de solution. L'Institut Montaigne, à l'époque, en avait parlé déjà en 2018, disant que ça va permettre de lutter contre le fondamentalisme ou l'islamisme, etc. Le problème, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui,
si on a accès à la langue arabe, je suis pas sûr que ça va faciliter et la compréhension du référentiel religieux et accompagner à une désislamisation. Je pense que l'enjeu est autre. L'enjeu est épistémologique, il est sur le mindset, si vous voulez. Voilà. Alors oui, le problème est plus profond, mais le président Macron vous l'avez dit, c'est une des solutions, a annoncé donc plus d'enseignement ou l'intégration de l'enseignement arabe et donc plus d'enseignants en arabe formés en France au sein de l'école de la République. Et pour ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose, une solution, vous avez souligné tout à l'heure. Mais est-ce réaliste de remplacer les profs d'arabe envoyés par le Maroc, l'Algérie, par de nouveaux profs issus de l'enseignement français, notamment à court terme? Ça avait été déjà annoncé il y a quelques années, ça a été formalisé par Najat Vallaud-Belkacem à l'époque où elle était ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on remet cette proposition d'actualité. Quelles sont les difficultés, quels sont probablement aussi les avantages de ce passage des ELCO, du système qu'on connaît depuis déjà plusieurs décennies, vers un enseignement intégré de la langue arabe au sein de l'école républicaine? Rassurer l'opinion publique, je pense. Il y a un enjeu politique, c'est-à-dire d'avoir une maîtrise de l'indigénisation de la réalité de cette transmission de la langue arabe. C'est le même débat sur la question de la formation des imams. Il faut des imams in situ formés chez nous d'ici pour un islam de France, en France par des Français, en français. Donc c'est une question problématique qui ne va pas être évacuée, celle de l'enjeu sécuritaire. Donc moi c'est le biais qui pose problème. Après, le fait qu'on transmette la langue arabe, c'est très bien, c'est une langue officielle des Nations Unies, c'est une des 5e langues les plus importantes, une des langues véhiculaires dans le monde, c'est très important. Maintenant, le fait de passer de l'ELCO à les écoles dites de la République par l'enseignement national, etc. C'est un choix qui est un démonstratif de on ne veut plus de l'islam de l'étranger, on ne veut plus l'islam des consulats, on ne veut plus. Voilà, ça fait partie de cette logique de la maîtrise. Mais encore une fois, je vous dis, le biais est biaisé, pour le dire comme ceci, parce que le rapport à une expérience religieuse en mouvement d'un point de vue sociologique dans le paysage français, qui n'est géré que par le prisme sécuritaire, est en soi problématique, fondamentalement. Le tour de force qu'on essaye de faire aujourd'hui sur le CFCM, la question de la formation des imams, l'injection de millions d'euros qui sont les bienvenus pour de la formation comme ceci, etc., le résultat final est ipsilon. Et en même temps, ça va braquer une partie de la population française qui se sent évidemment lésée parce que, un, elle n'est pas prise en considération, deux, elle n'est pas reconnue dans un rapport de confiance de citoyen à citoyen. On est dans un rapport de méfiance. Donc, une partie de la population est sommée de répondre aujourd'hui à un cahier de charge qui est celui d'avoir une logique top-down dans le rapport à l'islam. Il y a une forme de cléricalisation de l'islam qui est mise aujourd'hui sur pied par le paradoxe de la laïcité, qui est une prise en charge. Et on leur dit, on a attendu pendant longtemps, ça ne fonctionne pas, on a les solutions pour vous, on va vous montrer comment ça marche. Et donc, on fait de manière tout à fait inédite et intéressante pour un observateur à partir des sciences humaines et sociales, de voir émerger comme ça soudainement des leaders qui sont imposés à une majorité. Et là, on l'a vu, on a déjà vu quelques rejets de greffe, on n'a pas besoin de citer de noms pour ne pas aggraver leur cas, mais voilà, il y a quelques visibilités médiatiques qui nous ont très vite montré à quel point ils étaient en déconnexion par rapport à la base. Et à mon sens, le problème, c'est qu'on vient doper ce sentiment de méfiance réciproque et ce sentiment de rejet de grève. Donc c'est inopérant. Et moi, quand je le discute, même au niveau... je dis, il faut aujourd'hui une révolution ou un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on était dans l'histoire de l'immigration, parce que c'est quand même la tendance d'une présence musulmane qui est traduite dans sa majorité. On est passé par trois grands modes d'objectivation, si vous voulez. Les travailleurs étrangers qui étaient présents, qui allaient retourner chez eux. Donc, il y avait une forme d'ignorance de cette présence-là. Et puis ensuite, il y a eu le passage vers la question de l'immigration. Et le troisième, c'était celui du citoyen.
Oui. Le problème, c'est quand il y a eu le passage vers le sas du citoyen, il y a l'enjeu sécuritaire qui nous a rattrapés. Les événements du 11 septembre et plein d'autres choses. Et donc, on n'arrive pas à s'en sortir. Et aujourd'hui, bon, évidemment, avec la question des attentats, etc., ça ne fait que renforcer cette intention-là. Et les citoyens français qui disent on est français, en même temps musulmans, et on aimerait bien que vous nous écoutiez parce qu'on a des choses à dire, parce qu'il y a une dynamique, il y a énormément de choses qui se font sur le terrain, et les acteurs sont là, les leaders sont là, il faut leur donner la parole. Et donc pour la problématique, c'est comment fédérer tout ça. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors vous avez parlé du problème, à la fois dans sa globalité, les enjeux sécuritaires, l'intégration, le religieux, mais si on met ça de côté et on reste juste sur l'élément, j'allais dire purement pédagogique, l'enseignement et les effectifs qui doivent être mis en parallèle. Cette année, il y a, je crois, 4 postes pour l'agrégation en langue arabe et 6 postes pour le CAPES, je crois. En termes d'effectifs, on va avoir de graves problèmes à court terme pour remplacer tous les profs qui étaient envoyés par les pays d'origine par des profs qui... donc là, est-ce que la France aussi, est-ce que le président Macron a les moyens de son discours et de sa volonté affirmée d'intégrer l'enseignement de la langue arabe au sein de l'école nationale? Non, mais écoutez, là pour le coup, moi, j'ai pas la réponse, mais c'est une vraie démonstration, effectivement, d'une situation qui, sur l'avenir, sera complexe, parce que la disparition de l'ELCO ne suppose pas que l'arabe. Il déclarait encore qu'il est en pourparlers avec la Turquie, mais donc il se suppose que pour les autres pays, c'est déjà acquis, c'est-à-dire qu'il y a 9 pays, je pense, concernés par l'ELCO. Donc ça fait énormément, effectivement, d'enseignants à recruter. Est-ce que, avec toute la problématique que connaît aujourd'hui l'éducation nationale, est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir engager tout cet effectif-là? Donc c'est une vraie question. C'est pour ça qu'on revient au point de débat. Est-ce que c'est simplement un tour de force sur la question de la gestion problématique focalisée sur la question de l'islam? Parce que le débat sur l'ELCO n'est pas venu en apesanteur des réalités liées à l'islam. Il est venu directement à tout le débat sur le séparatisme, même si on a beau avoir quelques précautions à dire, ce n'est pas que, non, on a tous très bien compris de quoi il s'agissait. Donc, il suffit de voir les différents points, la pression sur le CFCM, la question des imams et la question de la langue arabe. C'est tout ce packaging qui nous permet de comprendre quelle est l'intention. Donc, effectivement, on est devant une situation, pour le coup, ici, ouverte, avec un grand point d'interrogation. Que va mettre le contribuable sur la table. Et c'est là où ça redevient sensible. Ça va on le réintègre, mais le contribuable va payer pour donner des cours d'arabe. Alors là, ça va compliquer les choses et je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de politiques qui vont dire non, on ne peut pas payer pour que les Maghrébins ou autres apprennent l'arabe. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc est concerné, d'autres pays, bien sûr, les autres pays du Maghreb, par ces profs qui sont envoyés, ces instituteurs qui sont envoyés pour enseigner la langue arabe à leur diaspora, et même plus largement. Comment le Maroc va gérer ce changement? Alors, pour l'instant, c'est le silence au niveau des autorités marocaines, où je pense qu'ils attendent aussi de voir ce que ça va donner, parce que pour l'instant, c'est un discours, c'est une volonté affichée, mais on ne sait pas encore ce qui est dans les cartons des négociations entre les deux pays. Mais comment le Maroc va gérer ce changement, alors que l'envoi de profs marocains, quand même, permettait aussi d'assurer une continuité du lien avec sa diaspora? Donc, est-ce que c'est pas un danger, quelque chose en tout cas qui va peut-être remettre en question la politique marocaine la politique du Maroc vis-à-vis de sa diaspora et notamment des nouvelles générations? Alors, sur les éléments concrets du dossier, je vous avoue que j'ai pas trop de connaissances sur le contenu et la manière dont ça s'est discuté, géré, etc. Mais ce que je peux dire en tant qu'observateur externe, c'est que je pense pas que ça va peser énormément. C'est vrai que il y a une tradition de transmission qui était présente, mais au vu de l'effectif, et ce que ça représente en termes de chiffres, c'est pas très important. Donc, je pense que toute la tradition du maintien du lien social, le lien indéfectible avec le pays d'origine, etc., se joue davantage sur d'autres chantiers que sur celui-ci qui est infime. Donc, je pense qu'on n'aura pas tant de difficultés à
à transiter vers autre chose si le cadre diplomatique aboutit à une autre. Voilà. Mais il y a évidemment des enjeux beaucoup plus importants ailleurs. Hein. Oui. Alors, autre question, dernière question peut-être. Dans vos travaux, vous aviez mis en avant l'importance de structurer l'enseignement de la langue arabe et notamment peut-être de sanctionner, c'est peut-être pas le terme, mais de finaliser cet enseignement avec un petit peu comme l'anglais, etc., en sanctionnant le niveau atteint pour pouvoir intéresser le jeune public, les élèves, à la langue arabe comme étant une langue internationale qui peut permettre de se projeter dans le milieu professionnel à l'international, d'être en relation avec toute une région, toute une partie du monde. Est-ce que cette mutation dans l'enseignement de la langue arabe en France peut contribuer peut-être à ce vœu que vous aviez émis ou à cette analyse que vous aviez faite il y a quelques années dans vos travaux et lors de conférences pour donner un peu plus d'envergure, un peu plus de densité à cet enseignement de la langue arabe et que ce ne soit pas juste on vous apprend quelques mots histoire de maintenir le lien avec la langue de vos parents. Ouais. Alors moi, mon constat partait d'une réalité de terrain, c'est-à-dire de ce que j'ai pu voir et entendre, que ce soit dans les mosquées, dans des associations où on transmet la langue arabe, etc. C'était de dire simplement d'une part, alors dépassionner le débat, là pour le coup on vient de parler de l'enjeu sécuritaire, mais dépassionner le débat en intérieur pour le sortir de l'enjeu identitaire. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de fusion entre la transmission de la langue arabe, c'est ce qui va vous permettre de garder une connexion avec le pays d'origine ou de garder une connexion avec votre religion d'origine. D'accord ? Donc ça c'était cet enjeu-là pour moi était en soi problématique, c'est de dire simplement il faut dépassionner ce débat-là pour pouvoir commencer à réfléchir d'un point de vue didactique et pédagogique de manière idoine. La langue arabe est une langue de civilisation, de culture, il y a évidemment aussi une dimension religieuse, c'est une langue véhiculaire, de communication, etc. Donc l'idée c'est objectiver qu'est-ce que vous voulez. Si c'est une volonté de la transmission de la langue arabe, juste pour la discussion, etc., c'est un cadre pédagogique très spécifique de formation continue qui vous permet très très vite de pouvoir parler, etc. Si c'est pour l'apprentissage, pour l'accès aux sources, c'est une formation également particulière. Si c'est pour devenir diplomate ou autre chose, etc., il y a également un enseignement qui est très spécifique. La langue arabe est une langue très riche, complexe, qui mérite évidemment beaucoup plus de considération que Baboubi, voilà, l'image qu'on en a et qui traumatise beaucoup, qui sont passés par. Vous avez ravivé des souvenirs de pas mal de nos auditeurs à l'étranger, marocains à l'étranger. Voilà, de traumatisme de Kanawa, Akhawatuha, etc. Donc, oui, donc quelqu'un qui a suivi, c'est pas normal qu'un jeune de 16-17 ans qui a suivi pendant plusieurs années un enseignement, qui connaît sur le bout des doigts la conjugaison et la grammaire, ne sache pas formuler ni écrire convenablement. Donc il y a un problème. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont aujourd'hui évolué, etc. Et donc de se dire pourquoi pas, effectivement, de partir de ce background-là, de pouvoir le capitaliser et de le valoriser sur l'international par une sorte de TOEFL, par une sorte d'examen qui reconnaît ces acquis-là. Et voilà, ce serait en tous les cas une piste, mais qui est encore, je le rappelle, dépassionnée et de l'enjeu identitaire et de l'enjeu sécuritaire. Eh bien, c'est une belle manière de conclure. Merci beaucoup, Farid Lasri, pour ce décryptage du débat français, mais qui nous intéresse à la fois, qui intéresse la diaspora, mais aussi nous ici au Maroc. Je rappelle, vous êtes anthropologue et docteur en sciences politiques et sociales à l'Université catholique de Louvain et professeur associé à Sciences Po Rabat. Tout de suite, le Flash Info avec Mariama Tarka. Et eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Faites entrer l'invité spécial MRE. Au revoir.